Bon, merci Dominique. Bien sûr, je suis là en tant que secrétaire général de la DCVR et je n'ai jamais failli au devoir de mémoire lié à la résistance, même par tradition familiale. J'ai la chance d'avoir une rue qui porte mon nom, la rue du colonel Paul Bourbon, qui était le grand patron de la résistance dans le sud-ouest. Et puis, une petite pensée pour mon père et puis pour toute ma famille. Et puis, bien sûr, pour féliciter monsieur le maire qui est là et qui est mon cousin Germain, pour qui j'ai une amitié indéfectible. Alors, je vais me permettre de vous lire le rapport lié au Mont Aurélien. Alors, Dominique m'a transmis ça. Donc, c'est l'historique de la résistance à Saint-Maximin. Alors, vous allez me supporter ma lecture, hein. Après l'armistice signé par le maréchal Pétain le 22 juin 1940, l'armée française est démobilisée. Immédiatement sont créés des chantiers de jeunesse, incorporant les jeunes appelés de la dernière classe de 1939 et la première classe de 1940. Un chantier va être installé dans le périmètre du Mont Aurélien. Son rôle est de couper du bois et de le transformer en charbon destiné au gazogène et aux tuileries de Marseille. À mesure de la prise de conscience de la collaboration qui s'instaure entre le gouvernement de Vichy et l'Allemagne nazie, beaucoup de jeunes de ce chantier vont être révoltés. Dès la fin 1941, certains s'engagent dans les maquis en formation. En 1942, ce chantier est acquis en grande partie aux idéaux de la résistance. Il devint alors un lieu de refuge pour les réfractaires au STO. À partir de 1943, il devient une plaque tournante pour les maquis. Ainsi, en 1943, le détachement Robert, fort de 50 hommes, attaqué dans les morts, se replie ici. En décembre 1943, ce sont 62 hommes du camp Liban qui transitent ici avant de partir vers les Basses-Alpes. En 1944, les maquis sont activement traqués par les Gestapo et la milice. Ils doivent se déplacer constamment et beaucoup séjournent à Saint-Maximin et dans les divers refuges disséminés dans le Mont Aurélien. Le maquis du Mont Aurélien sont à l'origine de diverses actions de sabotage de lignes électriques et de voies ferrées ou de coups de main contre les Allemands et les collaborateurs. Ainsi, dans la ferme du Défend sera exécuté en 1944 un docteur se disant mandaté par Alger comme médecin des maquis. En fait, c'était un indicateur chargé de vendre les maquis. C'est ainsi que le maquis de Breuillac avait été attaqué le 16 janvier 1944, peu après son passage. Le camp du Mont Aurélien sera longtemps commandé par Félix Diana, alias Lilou, et comprendra jusqu'à 130 hommes. Il va de soi qu'un tel camp nécessite un approvisionnement important, aussi bien en vivres qu'en armes et en munitions. Excusez-moi. Et c'est là qu'interviennent les habitants de Saint-Maximin. Et tout particulièrement Adrien Paul Bertin et Charles Hugou, qui impliquèrent toute leur famille dans la résistance. Leurs fils, M. Raoul Bertin et Jean-Baptiste Hugou, sont là, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais moi je les connais bien, sont là pour en témoigner, et témoigner bien entendu des risques pris par ces deux familles pour la libération de la France. Avec leurs véhicules, ils ont transporté vivres, armes et munitions. Ils ont même convoyé des maquisards lors du déplacement de ceux-ci. Ils ont mis leurs biens à la disposition des maquis pour servir de lieu de réunion des chefs ou de lieu d'hébergement. Ils ont servi d'agents de liaison et ont participé à de nombreuses actions de résistance au péril de leur vie. Rappelons à ce propos que M. Adrien Paul Bertin a été arrêté le 23 juin 1944 après dénonciation par un déserteur allemand, Hugo Schmidt, qui avait infiltré le maquis de Breuillac. Soumis à un interrogatoire musclé à Draguignan et craignant de ne pas résister à la torture, il tente de se suicider. Soigné à l'hôpital de Draguignan, il est libéré par le groupe Casanova le 14 juillet 1944, le jour même où il devait être fusillé. Au cours de l'année 1943, la résistance dans le Var est de mieux en mieux structurée. Il est en effet devenu clair qu'elle devra jouer un rôle clé dans les opérations qui accompagneront le débarquement que l'on prévoit déjà en Provence. Pour atteindre cet objectif, les armes font cruellement défaut. L'armée secrète,
Ne satisfaisant pas les besoins dans ce domaine, les dirigeants du nord-ouest du département se mettent sous la tutelle de l'ORA, l'organisation de la résistance armée, dont le chef pour le Var est le colonel Lelaquet. La région est ainsi nouvellement organisée sous le commandement du colonel Gouzy, et ainsi Saint-Maximin est rattaché au secteur de Bru-Aurillac, dont le chef est Jean Chabot. La première tâche qui s'impose est la préparation des terrains de parachutage pour armer les résistants. Le commandant Berthe, représentant la SAP, la section atterrissage et parachutage, est mandaté par le BCRA de Londres pour choisir des terrains favorables. Il entre ainsi en contact avec Chabot et plusieurs emplacements sont retenus, dont celui de la Berne. Ce terrain est choisi car il est loin de Saint-Maximin et qu'il peut être caché par la ligne des crêtes du Mont Aurélien. Il est en outre plat et déboisé, et la ferme abandonnée de la Berne constitue une excellente première cache pour le matériel largué. Il reçoit le nom du code de Saladier. Le 30 avril 1941, on entend sur les ondes le message convenu. La Romaine le remplit. Laissons à M. Raoul Bertin, dernier témoin de l'opération, le soin de la décrire. À minuit, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, nous sommes 18 sur le terrain sous les ordres du colonel Gouzy. À 2 heures, un avion survola le terrain. Le signal convenu fut émis sans réponse. Il obliqua vers le nord-ouest et disparut. 10 minutes plus tard, il revint et effectua plusieurs passages espacés de plusieurs minutes chaque fois. Nous commencions à douter de l'identité de l'avion et nous nous attendions à voir surgir les Allemands qui étaient cantonnés aux hôtels de France et de Bonaparte. Enfin, après un dernier virage, il se plaçait dans la ligne du champ, répondit au signal et largua 15 conteneurs. Il était 2h30. Il fallut jusqu'à 8h30 pour porter ces 3 tonnes d'armes et de munitions dans l'ancien four à pain de la ferme, cacher les conteneurs et parachutes. Le soleil était haut lorsque nous eûmes terminé, et ce fut une nuit exaltante. Par la suite, ces armes furent distribuées aux guérillas locales, et elles ressortirent lors de la fausse alerte du 6 juin 1944, mais furent rapidement remises à l'abri. Cette fausse alerte eut de fâcheux inconvénients de réveiller l'animosité de la Gestapo et des miliciens. Les attaques contre les maquis redoublèrent d'intensité et le maquis du Mont-Aurélien, dénoncé par le précité Hugo Schmitt, vit l'arrestation de 9 de ses responsables. Le 12 juin 1944, les autres résistants locaux doivent se cacher ou même fuir. Mais lorsqu'on annonce le débarquement en Provence le 15 août, les guérillas du secteur de Saint-Maximin se mettent en place et harcèlent l'ennemi dans sa retraite, lui causant de lourdes pertes en hommes et en matériel, et en faisant de nombreux prisonniers. Elles ont ainsi une part prépondérante dans la libération de Saint-Maximin, qui intervint le 19 août 1944. Alors, le récit est de Dominique Lojaco, président départemental de la DCVR, et les sources de M. Dominique Lojaco, dont le rapport de Jean Ferrari, responsable de la résistance à Brignoles, le rapport de Adrien Paul Bertin, le rapport de M. Rigon et Boudoub sur les marquis FTP, et les récits de M. Raoul Bertin et Jean-Baptiste Hugo. Alors, juste une parenthèse, hier, à Puget, j'ai fait un petit discours sur les obsèques d'un monsieur qui était gendarme. Il y avait toutes les autres autorités de la gendarmerie, c'était M. Vess, et par hasard, ce monsieur a quitté la gendarmerie, est parti de la gendarmerie en 1943 pour entrer dans les maquis. Il est un petit peu à Ops, et il connaissait bien entendu, que j'avais beaucoup discuté avec lui avant, il connaissait bien sûr l'origine du maquis du Mont-Aurélien où il avait séjourné. Par la suite, il rentra dans la gendarmerie, il créa la PMO de Puget avec des motos Norton, je préfère de vous le dire. Et donc hier, c'est une coïncidence, les obsèques de ce monsieur qui m'ont beaucoup touché. Et je voulais quand même vous en faire part parce qu'on revient, chose étrange, au Mont-Aurélien. Merci à tous.